Un jour d'octobre 1983, Huguette, une jeune femme de 18 ans, se rend dans un café après avoir vu une annonce dans le journal afin de rencontrer son futur employeur. Elle ne se doute pas qu'elle fonce tout droit dans le piège d'un homme prêt à tout pour arriver à ses fins. Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle histoire glaçante. L'histoire d'aujourd'hui, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une histoire qui est très connue en France et qui est particulièrement sordide. Je vous affiche à l'écran les trigger warnings de la vidéo et je vous invite à ne pas la regarder si vous êtes trop sensible à ces sujets-là. Notre histoire se déroule aujourd'hui à Appoigny, dans le département de l'Yonne. Huguette est une jeune femme de 18 ans au moment des faits. Et elle est placée depuis plusieurs années dans un foyer de jeunes travailleurs à Auxerre. Seulement, comme elle vient d'avoir 18 ans, elle doit trouver un travail et un logement pour pouvoir partir du foyer. Le 10 octobre 1983, alors qu'elle lit un journal, l'Yonne républicaine, elle tombe sur une annonce qui va attirer son attention. L'offre est simple, s'occuper d'une personne âgée et en échange être nourrie et logée. L'offre semble parfaite pour Huguette qui se dit que s'occuper d'une personne âgée, c'est dans ses cordes et en plus elle sera nourrie et logée. Elle appelle alors le numéro qui est présent sur l'annonce et un homme répond. Un certain Claude Dunon. Cet homme propose à Huguette de se rencontrer pour s'entretenir. L'homme propose même à Huguette de se déplacer jusqu'à Auxerre, lui qui habite à Appoigny, une ville qui se trouve à 10 minutes en voiture de Auxerre. Huguette accepte et ils se donnent rendez-vous dans un café qui se situe juste à côté de son foyer de jeunes travailleurs. Le jour de la rencontre, Claude, comme dans tout entretien, demande à Huguette de se présenter. Huguette lui explique alors qu'elle fait partie de la DAS et qu'elle va se retrouver à la rue si elle ne trouve pas un logement et un emploi. Claude y paraît sympathique, il met en confiance Huguette et il la recrute. Il lui propose ensuite de monter dans sa voiture, de l'amener chez lui pour lui faire visiter sa future maison. Huguette accepte et elle monte dans la voiture. En arrivant, Huguette se trouve devant un joli pavillon allée des violettes. Claude la fait entrer, il lui fait visiter la maison et il lui explique que sa future chambre est au sous-sol mais qu'elle est en travaux. Il tient quand même à lui montrer, donc ils vont au sous-sol, et arrivé au sous-sol, un autre homme est là. Un certain Joseph qui dit à Huguette être architecte et qui lui explique les travaux qu'il compte faire dans sa future chambre. Huguette, qui ne se méfie pas et qui est attentive aux explications de l'architecte, n'a pas le temps de réagir quand elle sent soudain Claude lui passer une couverture sur la tête. Elle essaie de se débattre, elle crie, mais le deuxième homme présent dans la pièce vient aider Claude à l'attacher. Huguette continue de crier, mais elle se trouve dans un sous-sol capitonné où aucun son ne passe. Huguette est complètement sous le choc. Cet homme qui avait pourtant l'air sérieux vient de l'attacher à un tuyau tellement haut qu'elle se retrouve sur la pointe des pieds. Les premiers sévices commencent alors pour Huguette. Claude va s'emparer d'aiguilles et les planter une à une dans le corps de Huguette. Ce jour-là, il la fouettera aussi avec un câble électrique et le lendemain, elle subira son premier viol et sera ensuite attachée nue à une croix de Saint-André, une couverture sur la tête. C'est le début de longs mois d'horreur pour Huguette qui ne sait pas qu'elle vient de tomber sur un homme pervers, un proxénète qui séquestre des femmes dans le but de proposer à ses clients de les torturer et d'abuser sexuellement d'elles. Claude Dunon est un homme de 49 ans au moment des faits, marié à Monique Dunon. Claude et Monique se rencontrent à l'âge de 15 ans et peu de temps après leur mariage, ils prennent l'habitude de fréquenter des clubs de rencontres échangistes. Après plusieurs années de mariage, ils achètent un bar près de Sœurs qui devient rapidement une maison de passe, c'est-à-dire un lieu de prostitution. En 1979, ils déménagent pour habiter dans l'Yonne. Et à ce moment-là, le couple a pris pour habitude de fréquenter des clubs sadomasochistes. Et c'est à cette période que Monique dira apparemment à son mari « Je veux une esclave à mes pieds ». C'est cette montée dans l'horreur qui conduira le couple à piéger des jeunes femmes pour assouvir leurs fantasmes. Seulement Claude ne fait pas que torturer les jeunes femmes qu'il séquestre, il les vend. En effet, Claude Dunon fait passer des annonces dans le journal Club Amour, dans lesquelles il donne les caractéristiques physiques des femmes et leur mensuration. Tout ceci pour attirer des clients. Dans ce journal, on y retrouve des photos. Sur ces photos, on voit Monique Dunon jouer le rôle de la torturée en train de se faire fouetter. Huguette est donc prisonnière dans un sous-sol de 9 mètres carrés sans fenêtre. Chaque jour, elle reçoit la visite de Claude, qui trouve n'importe quel prétexte pour venir se défouler sur Huguette. À la moindre dispute conjugale, il venait passer sa haine sur elle. Arrive le jour où le premier client est là. C'est un Allemand, dénommé Helmut, dont elle ne verra jamais le visage car Claude prend toujours le temps de couvrir la tête d'Huguette avec une couverture pour ne pas qu'elle voie les clients.
Ce premier client, Helmut, lui enfoncera des épingles à tête sur tout le corps et l'obligera à dormir à même le sol. Huguette, qui souffre énormément, décidera de retirer les épingles, ce qui attirera les foudres du client. Dans les jours qui suivirent, Claude lui ordonnera d'apprendre une liste de ses vices et leur prix à proposer aux clients. Huguette se souvient encore de certains tarifs. 300 francs pour brûler avec une cigarette, ce qui revient à 60 € aujourd'hui. Brûler au chalumeau, 1500 francs, soit 305 €. Une nuit entière de torture, 5000 francs, soit 1015 €. Huguette a disparu déjà depuis plusieurs semaines et Claude ne veut pas éveiller les soupçons. Il envoie alors un de ses clients aider Huguette à écrire des lettres à sa mère. Dans ces moments-là, comme Huguette écrit, elle n'a pas de couverture sur la tête et elle verra le visage du client qui est là quand elle écrit ses lettres. Pendant plusieurs mois, Huguette subira des viols, elle sera brûlée au fer rouge, elle se fera fouetter avec différents objets et percer sur tout le corps avec différents objets par ses agresseurs. Elle sera parfois nourrie à la pâtée pour chien et sera forcée à boire son urine. Un jour de décembre, Claude, qui continue de torturer Huguette, lui brûle la poitrine une énième fois, mais cette fois avec un tournevis. Seulement voilà, la plaie s'infecte. Claude ne veut pas perdre Huguette et tous les bénéfices qu'elle lui rapporte. Il mettra donc une couverture sur le visage d'Huguette et fera venir un médecin qui va l'examiner et qui dira à Claude « Tu es fou de lui avoir abîmé la poitrine comme ça, maintenant elle ne sert plus à rien ». Ce médecin, vous vous en doutez, ne signalera rien à la police. À ce moment-là, Huguette ne suffit plus à Claude. Il va donc décider en janvier 1984 de chercher une autre victime. Pour cela, il passe par l'ANPE, qui est l'ancien Pôle emploi, et sa stratégie est la même. Il met une annonce où il faut s'occuper d'une personne âgée. Le piège va se refermer sur une jeune femme dénommée Michaela, qui est elle aussi sous tutelle de la DAS. Michaela, elle a 22 ans. Et quand elle voit l'annonce, elle est très intéressée. Alors elle va voir une secrétaire de la NPE et elle lui demande ce qu'elle en pense. Est-ce que l'annonce est sérieuse? La secrétaire va lui dire que oui. Donc Michaela, qui est motivée à avoir ce job, va téléphoner au numéro qui est sur l'annonce. Claude Dunant répond au téléphone et propose à Michaela de venir chez elle pour la rencontrer. Le jour venu, il force Huguette à l'accompagner pour la culpabiliser et pour s'assurer qu'elle ne dira rien, il met autour de son cou un collier étrangleur. Quand ils arrivent chez Michaela, Huguette essaye de toutes ses forces de faire comprendre à Michaela que c'est un guet-apens et qu'il faut refuser, mais elle n'y arrive pas. Elle a trop peur de Claude, elle a trop peur de ce collier autour de son cou qui est invisible, caché par ses vêtements. Et malheureusement, Michaela, cette jeune femme qui a terriblement besoin d'argent, va accepter de monter dans la voiture de Claude et d'aller visiter la maison de celui-ci. Michaela sera séquestrée dans la même pièce que Huguette et elle sera, elle, attachée à une échelle tenue sur un tréteau. Huguette fera tout pour bien s'occuper de Michaela, en lui faisant à manger, en lui faisant sa toilette, etc. Et un jour, elle osera même reprocher à Claude Dunant qu'il ne la nourrissait pas assez et qu'elle allait mourir car elle ne supporterait pas tout ce que elle avait pu supporter. Vous vous doutez bien, Michaela subira les mêmes sévices que Huguette. Claude dira souvent aux filles que des gens plus haut placés décident de tout et que lui n'est que leur pantin. Un jour, pendant qu'il torturait Michaela, il lui avouera qu'avant Huguette et elle, il y avait eu d'autres filles et il lui dira « Si je n'arrive pas à te vendre, tu finiras comme les autres, tu mangeras les pissenlits par la racine. » Le 20 janvier 1984, Claude, qui repart du sous-sol après avoir encore une fois torturé Huguette, oublie de rattacher Huguette au tuyau comme il en avait l'habitude. Huguette voit enfin une chance de s'échapper. Elle demande à Michaela de la suivre, mais la jeune femme est à bout. Ses blessures la font trop souffrir et elle demande à Huguette de partir sans elle, car elle sait que si Huguette sort, les autorités viendront forcément la chercher. Huguette s'empresse de partir, mais elle n'oublie pas de prendre avec elle des preuves. Elle s'empare de photos prises pendant les sévices et d'un des carnets d'adresses de son ravisseur. Elle passe la porte, elle s'enfuit et en arrivant dehors, après avoir passé 3 mois dans le noir complet, elle ne reconnaît plus rien, elle ne reconnaît plus la ville, elle ne reconnaît plus les rues. Alors elle va juste courir jusqu'à devant chez sa mère. Sa mère, quand elle voit Huguette, elle appelle directement un médecin et c'est ce médecin qui contactera le procureur de la République. Huguette sera ensuite amenée à l'hôpital psychiatrique de Auxerre et le médecin qui la verra dira
Je suis horrifiée par les cicatrices, par les lésions qu'elle présente, qui sont quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie et que je souhaite ne jamais revoir. La police mettra 3 jours à intervenir au domicile des Dunant, 3 jours pendant lesquels Dunant a pu continuer à maltraiter Michaela et aurait même pu la tuer. Lorsque Michaela entend enfin des personnes entrer sous le sous-sol, elle croit la peur au ventre que des hommes sont là pour l'acheter et lui faire encore plus de mal. La police découvrira Michaela attachée sur une croix et la libérera enfin après 3 semaines de séquestration. Le couple Claude et Monique Dunant n'ont pas cherché à s'échapper et ont été arrêtés par la police. On apprendra par la suite que lorsque le procureur de la République apprend l'affaire, celle-ci s'ébruite et Claude Dunant est alerté. Lorsque les enquêteurs vont fouiller la maison des Dunant, ils vont y trouver divers agendas et carnets, en plus de celui fourni par Huguette, dans lesquels se trouvent les adresses et les noms des clients. Ces carnets seront mis sous scellé, mais quelques jours plus tard, quand ils seront feuilletés pour recueillir des informations, on se rendra compte que plusieurs pages ont été arrachées après qu'ils aient été scellés. Ces carnets disparaîtront un à un au fur et à mesure que les années passent. Et on apprendra finalement des années plus tard que ces carnets ont été détruits. Sur 50 clients, seulement 5 seront identifiés. En effet, lorsque les policiers arrivent sur place le jour de la perquisition, ils tombent sur 3 hommes venus assouvir leurs pulsions. Il y a tout d'abord Paul Lefort, qui reconnaît les faits, mais mourra d'une crise cardiaque avant le jugement. Cet homme dira connaître le nom d'une autre fille torturée dont Dunant avait dit s'être débarrassé. Le deuxième client présent ce jour-là, c'est Christian Grima. Cet homme sera condamné seulement à 6 mois de prison pour viol et torture, et lors du procès, il menacera de faire exploser le département grâce à des informations compromettantes qu'il possédait. Celui-ci se suicidera juste après avoir tué sa femme. Quant au dossier du 3e homme présent ce jour-là, il disparaîtra du palais de justice alors qu'il avait reconnu les faits. À cause de la disparition des carnets et d'une enquête très mal menée, la recherche des clients n'a entre autres jamais été faite. Seulement, si vous vous souvenez bien, 2 autres clients ont pu être identifiés car ils ont été vus par Huguette. On a tout d'abord Monsieur Joseph, le soi-disant architecte qui avait aidé Claude à attacher Huguette, et Georges Etchevin, l'homme qui avait fait écrire les lettres à Huguette pour sa mère, qui mourra d'une crise cardiaque avant d'être jugé. Vous allez voir que les morts étranges s'enchaînent dans cette affaire. Monsieur Joseph, lors du procès, bénéficiera d'un non-lieu, car la description que donnera Huguette de lui ne collait pas avec la description inscrite dans le dossier d'instruction, alors que Huguette donnait la bonne description et que les Dunant l'avaient reconnu. Cet homme niera avoir participé à tout ça, mais il dira qu'il se doutait que les Dunant torturaient des femmes. Il dira se douter alors que, avant ça, pendant l'instruction, il avait dit qu'il avait connu Dunant grâce au journal Club Amour, dans lequel Dunant proposait clairement des services de torture sur des femmes avec des photos. Donc Monsieur Joseph était clairement au courant. Ce Monsieur Joseph dira aussi connaître un autre client, mais ne dira pas son nom. Et quand des journalistes l'intervieweront, il dira qu'il était intrigué par ce que faisait Dunant et que ça a éveillé sa curiosité. Est-ce que vous vous souvenez du médecin qui était venu voir Huguette quand sa plaie sur sa poitrine s'était infectée? Eh bien ce médecin, dès qu'il apprendra l'arrestation des Dunant, se suicidera. Dunant, quant à lui, pendant son interrogatoire, avouera à la police qu'il existe une organisation pédocriminelle où des jeunes filles sont enlevées, vendues aux enchères et tué. Seulement, il se rétractera juste après ses aveux et il ne dira plus rien. Grâce à l'enquête qui avance un tout petit peu, on découvre que Claude déménageait souvent. Il choisissait apparemment des pavillons isolés et décorait avec soin la salle de torture. Seulement, rien ne sera trouvé. On peut alors se dire que si c'est vrai, Dunant a forcément eu d'autres victimes avant Huguette et Michaela. Et après des recherches, l'une d'entre elles sera retrouvée. Cette femme s'appelle Isabelle, c'est l'une des victimes de Dunant qui a réussi à s'enfuir. Isabelle n'était pas cagoulée lors des séances de torture, donc elle a vu chacun des clients. Seulement, Isabelle n'assistera pas au procès, car peu de temps avant celui-ci, elle a eu un accident. Après le procès,
personne ne cherchera à la contacter et elle mourra en 1998. Pour son frère, ça ne fait aucun doute, elle a été assassinée pour la faire taire. En 1990, Claude attend son procès depuis 4 ans et il envoie régulièrement des grosses sommes d'argent à une association, la Fraternité Notre-Dame. Après ces envois de grosses sommes d'argent, l'un des hommes dirigeant l'association enverra une lettre au ministre de la Justice lui demandant de libérer Claude Dunant. Et ça fonctionnera parce que par la suite, Claude Dunant obtiendra sa libération. 1 an plus tard, en 1991, le procès a lieu. Dunant reconnaît les faits, il ne dit pas le nom des clients et il dit même regretter la peine de mort car elle aurait été méritée. Michaela vivra très mal le procès. Elle voit que Dunant ment, elle ne tient pas en place et les souvenirs sont ravivés pendant que son agresseur les regarde, elle et Huguette, avec arrogance en les toisant de la tête aux pieds, comme pour leur dire « un jour je me vengerai ». Claude Dunant est condamné ce jour-là à la réclusion criminelle à perpétuité. Monique, la femme de Dunant, décédera elle en 1998 en tombant apparemment des escaliers. En juin 2001, 10 ans après le procès, alors qu'il avait été condamné à perpétuité, Claude Dunant est mis en semi-liberté. Pendant sa semi-liberté, il donnera plusieurs interviews où il se fait passer pour la victime. Dans celle-ci, il accusera sa femme de l'avoir conduit dans le sadomasochisme et il dira aussi que Huguette n'était pas vraiment séquestrée. Je le cite, « On l'emmenait partout, au restaurant, chez le pâtissier, faire les courses. Elle faisait le ménage sur le balcon, elle aurait pu s'enfuir à tout moment. » Dans ces interviews, on voit aussi que Claude Dunant se perd dans ses mensonges. Lorsqu'il avait été arrêté, il avait dit que depuis 15 ans, il torturait des femmes. Or, dans les interviews qu'il fera plus tard, il dira n'avoir commencé que en 1982. Claude avait aussi donné de nombreuses informations aux journalistes sur les clients. Il avait dit, je cite, « Il y aurait plusieurs chefs d'entreprise, un homme politique nationalement connu, des chirurgiens et des magistrats. » Seulement finalement, quand le journaliste lui demande les noms, il dit ne pas les connaître. Claude Dunant finira tranquillement ses jours dans un bel appartement dans l'anonymat et il décédera finalement à Mulhouse à l'âge de 87 ans le 29 juillet 2021, complètement libre et n'ayant pas purgé sa peine. Les 2 jeunes femmes, Huguette et Michaela, réclament encore la justice pour les sévices qu'elles ont subis, qui les ont traumatisées et ont détruit leur vie. C'est comme ça que se termine l'histoire de Huguette et Michaela, qui ont toutes les 2 vécu un enfer et pour qui la justice n'a pas été rendue. Voilà, c'était l'affaire des torturés d'Apoigny, qui est une affaire vraiment horrible, qui a été clairement malmenée par les enquêteurs, par la justice. J'espère que Huguette et Michaela vont mieux, même si on se remet jamais vraiment de ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette affaire et ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine!